Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. Il y a de ça 4 mois, on vous a présenté une liste des 5 exoplanètes les plus semblables à la Terre. Elle était un peu subjective et surtout basée sur des données qui évoluent en continu. On découvre sans cesse de nouvelles exoplanètes et celles qui sont déjà connues sont de mieux en mieux caractérisées. On aurait donc de quoi faire une nouvelle liste tous les 2 ou 3 ans. La découverte dont on va parler aujourd'hui pourrait par exemple faire évoluer cette liste. TESS, un observatoire de la NASA dédié à l'observation d'exoplanètes par la méthode des transits, a ainsi mis à jour une exoplanète remarquablement semblable à la Terre, à seulement 40 années-lumière de nous. Il s'agit de la planète Gliese 12b. Elle gravite dans la zone habitable du naine rouge. Il n'est pas certain que les naines rouges puissent être compatibles avec la vie. Ce type d'étoile, beaucoup plus petite que le Soleil, a tendance à subir des éruptions très violentes, qui inondent leur planète de rayonnements très énergétiques. Avec Gliese 12, l'étoile du système, on a cependant un peu de chance. Pour une naine rouge, c'est une étoile incroyablement calme. Les astronomes la qualifient même d'inactive. L'exoplanète qu'on vient de lui découvrir, Gliese 12b, n'a donc pas à faire face à des éruptions trop violentes. Elle fait presque exactement le même diamètre que la Terre ou Vénus. Sa masse est en revanche pour le moment difficile à estimer. On sait seulement qu'elle est moins de 4 fois plus massive que la Terre, sa masse réelle étant probablement beaucoup plus basse. Son orbite la place dans une région où elle reçoit un peu plus d'ensoleillement que la Terre et un peu moins que Vénus. Avec un modèle standard, elle aurait une température d'équilibre de 42 degrés Celsius. C'est un chiffre qui pourrait beaucoup varier en fonction de la présence ou non d'une atmosphère. La Terre, la Lune et Vénus sont des exemples frappants de tous les cas de figure qui sont possibles dans la zone habitable d'un système planétaire, selon qu'une atmosphère soit présente ou non, très épaisse ou plus légère. Pour le moment, il est donc difficile de se prononcer sur l'habitabilité réelle de Gliese 12b. Elle forme cependant un excellent candidat pour des observations ultérieures. L'équipe qui a fait la découverte a déjà obtenu l'accord pour faire des mesures supplémentaires avec l'instrument Espresso du VLT. Cela permettra d'observer la planète avec une méthode différente, celle dite des vitesses radiales, ce qui permettra en retour d'avoir une estimation de sa masse beaucoup plus précise. Avec sa masse et son diamètre, on pourra estimer sa densité globale, et donc spéculer sur sa composition. Cela peut par exemple aider à modéliser si elle est plutôt rocheuse, plutôt ferreuse, ou si elle comporte potentiellement une grande part d'éléments volatiles. Ces derniers pourraient être de l'eau ou les gaz d'une atmosphère. James Webb pourrait également entrer dans la danse. L'équipe qui a fait la découverte a déjà fait une demande de temps d'observation. Le télescope géant a pointé à plusieurs reprises son miroir vers le système TRAPPIST-1, qui a des caractéristiques très similaires. Avec le potentiel que présente Gliese 12b et la relative facilité d'observation qu'elle offre de par sa grande proximité, on a du mal à imaginer comment ce temps d'observation pourrait être refusé. On pourrait donc savoir assez rapidement où ce nouveau prospect se situe dans l'échelle des planètes les plus semblables à la Terre. Comme elle gravite autour d'une naine rouge, elle sera à jamais, par certains aspects, différente de notre planète. Elle est par exemple très certainement en rotation synchrone avec son étoile, lui présentant toujours la même face. Mais c'est justement son étoile, une rare naine rouge calme, qui fait de Gliese 12b un cas si intéressant. Elle laisse une chance à sa planète de préserver son atmosphère et peut-être un climat tempéré. Espérons donc que le VLT et James Webb pourront nous en dire plus dans les mois ou les années qui viennent. Allez, on continue avec une date que vous attendez tous, ou presque. On sait enfin quand le prochain test orbital du Starship aura lieu. Ce sera le 5 juin, dans un peu plus d'une semaine donc. Cet essai exploitera le Ship 29 et le Booster 11, qui sont similaires aux modèles qui ont volé sur le 3e essai orbital. Le plan de vol est globalement le même, et SpaceX ne mènera pas de test de technologie comme il avait fait la dernière fois. Le but, pour Super Heavy, est de simuler un atterrissage au niveau d'une tour de lancement virtuelle. Le booster se posera dans l'océan, mais il devra faire preuve d'une précision extrême. SpaceX espère que le Starship pourra de son côté survivre au point le plus chaud de sa rentrée atmosphérique. Voilà qui promet des images spectaculaires et probablement de nouvelles leçons pour l'entreprise américaine.
Les leçons du troisième vol ont justement été tirées. SpaceX a publié un rapport d'enquête sur ce qui s'est mal passé la dernière fois. On se rappelle qu'une fois arrivé à vitesse orbitale, le Starship s'est mis à rouler-bouler dans une rotation incontrôlée. C'est apparemment dû à une obturation des vannes qui devait assurer le contrôle du roulis. Pour parer à ceci, SpaceX a ajouté des propulseurs de contrôle de roulis supplémentaires sur les nouveaux Starship. Cela devrait permettre de contrôler l'attitude du vaisseau à tout moment de la mission, même si quelques vannes restent bouchées. Du côté de Super Heavy, on a aussi eu des problèmes de blocage. SpaceX a identifié que la manœuvre de boost back s'est dans un premier temps bien passée, avec le réallumage des 13 moteurs. Seulement après quelques instants, 6 de ces moteurs se sont éteints progressivement. La manœuvre de boost back n'a donc pas été aussi efficace que prévu. Cela aurait pu être bénin, mais au moment de réallumer les moteurs pour l'atterrissage, les 6 moteurs qui s'étaient éteints prématurément n'ont pas répondu à l'appel. Sur les 7 moteurs restants, seuls 2 ont pu s'allumer correctement. Le contact avec Super Heavy a été perdu à 462 mètres d'altitude et on imagine aisément une fin assez explosive. Ces problèmes moteurs semblent avoir été causés par une obturation des filtres situés sur les lignes d'oxygène liquide. Le booster du vol 4 a connu quelques modifications pour parer à ce problème. On verra si cela est suffisant. Globalement, le but de la mission de la semaine prochaine sera d'aller plus loin que le vol 3, en espérant que les quelques modifications apportées suffiront à résoudre les problèmes qui ont causé la perte des véhicules précédents. On n'aura de toute façon pas longtemps à attendre pour connaître le résultat de cet effort. Nous n'aurons également pas longtemps à attendre pour voir le Starliner de Boeing faire son premier vol habité. À l'heure où on écrit cet épisode, celui-ci est toujours prévu pour le 1er juin, samedi donc. En fonction de l'horaire et de nos disponibilités, et s'il n'y a pas de nouveaux reports, on essaiera de vous couvrir ça en live sur Twitch. Allez, on passe maintenant en Europe, où les nouvelles sont pour une fois très bonnes. D'une part, on peut célébrer l'annonce des premières missions de Sophie Adno et Raphaël Liégeois. L'astronaute française et le belgeo-luxembourgeois vont tous les deux effectuer leur première mission à bord de l'ISS en 2026. La nouvelle promotion des astronautes de l'ESA commence donc déjà à prendre du galon. Ces expériences seront un atout précieux lorsque des sièges seront potentiellement ouverts vers la Lune quelques années plus tard, dans le cadre du programme Artemis. Nul doute que Sophie et Raphaël vont garder cette possibilité bien en tête pendant leur entraînement. Ils pourront peut-être éventuellement un jour voler sur des vaisseaux habités européens. Il n'y a pour le moment aucun programme officiel qui couvre une telle capacité, mais on commence à voir poindre des possibilités. Il y a quelques jours, l'Agence spatiale européenne a ainsi débloqué des financements pour de nouveaux vaisseaux spatiaux à destination de l'orbite basse. Ils devront transporter du fret, mais être capables de revenir sur Terre. Les deux lauréats de cette récompense sont The Exploration Company avec leur vaisseau Nix et Thales Alenia Space avec un vaisseau dont on ne sait pas grand-chose et dont vous voyez ici une maquette de la capsule. Les deux architectures se ressemblent et l'Agence spatiale européenne souhaite à terme financer complètement au moins l'une d'entre elles. Pour le moment, les récompenses se limitent à 25 millions d'euros, mais cela devrait être suffisant pour démarrer un travail de conception avancé. Si ces vaisseaux deviennent capables de ramener régulièrement des charges utiles depuis l'orbite basse, des versions habitées pourraient ensuite être développées. The Exploration Company ne cache pas par exemple son ambition dans ces directions. L'entreprise pense même être capable d'atteindre l'orbite lunaire via du ravitaillement orbital. On n'en est bien sûr pas encore là et on espère déjà voir un de ces vaisseaux opérationnels, si possible avant la fin de la décennie. Pour décoller, ils auront évidemment besoin d'un lanceur, et ce dernier pourrait par exemple être Ariane 6. Le premier vol du nouveau lanceur lourd européen se fait de plus en plus précis. Joseph Asbacher, le patron de l'ESA, a ainsi évoqué les 2 premières semaines de juillet, ce qui va venir très vite. Les derniers tests et essais semblent bien se passer, et Ariane 6 devrait passer une dernière revue de qualification à la mi-juin. Si tous les voyants sont au vert, un wet dress rehearsal, une répétition générale du lancement interrompue quelques secondes avant la mise à feu, pourrait être mené le 18 juin. On prend donc la route de quelques semaines très chargées en actualité spatiale, avec dans l'ordre le Starliner, le Starship, Ariane 6 et la New Glenn de Blue Origin en septembre. Ajoutez à ça l'alunissage de Chang'e 6 et vous verrez qu'on ne va pas avoir le temps de s'ennuyer. Nous vivons une sorte de second âge d'or du spatial et on est très content de pouvoir le partager avec vous sur cette chaîne. Et nous voici arrivés au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime, le lien pour y assister est en description.
N'hésitez pas à partager vos questions et remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.